Le diagnostic de l'état financier. On reparle du système des retraites, diagnostic qui va être significativement révisé sur le mot employé par le COR, le Conseil d'orientation des retraites. Ça sera au mois de juin. C'est ce que donc le COR vient de nous dire. Et a priori, les prévisions de déficit seront revues évidemment à la hausse. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Et même significativement, nous a dit le Conseil d'orientation des retraites, ça veut dire que le trou, non pas de la Sécu, mais le trou dans le financement du système des retraites, sera lesté de plusieurs milliards de plus. On ne sait pas combien, mais en tout cas, le trou sera plus gros et plus profond. Oui, c'est possible. Il faut peut-être remettre un peu le cadre de tout ça. C'est que les dernières projections du Conseil d'orientation des retraites, qui étaient réalisées avec d'abord les anciennes hypothèses démographiques qui vont être révisées, et donc c'est là on va en parler, mais il y a aussi le fait qu'il n'y avait pas de suspension de la réforme des retraites, mais indiquait que globalement on devait avoir un déficit du régime des retraites de l'ordre de 6 milliards en 2030, sur la base du scénario central, et de l'ordre de 15 milliards en 2035 et pas loin de 30 milliards en 2045. Donc ce sera plus. C'est là où les choses sont un peu inquiétantes, c'est que malgré des hypothèses démographiques qui étaient plutôt plus positives que la réalité actuelle, malgré le fait qu'il y avait une montée en charge progressive de la réforme des retraites et pas de suspension, et donc ça montre que mécaniquement, on avait déjà un besoin de financement qui était assez significatif. Après, pardon, mais 6 milliards d'euros en 2030... Non, 2030, c'est pas la cata. Ouais, c'est pas ça. En 2030, vous êtes dans le... C'est mieux que... Je préférais que ce soit un plus qu'un moins, mais bon, c'est un moins. Mais on va dire que sur les hypothèses macro, vous êtes presque dans l'épaisseur du trait. C'est juste sur les choses un peu plus structurelles que c'est embêtant. On se dit que c'est hors de contrôle ou que ça reste gérable, ces montants-là ? Parce qu'on ne se rend même plus compte, je veux dire, dépenses publiques, 700 milliards d'euros. C'est 0,2 points de PIB. Donc si on dit juste 0,2 points de PIB comme ça paraît pas beaucoup, mais c'est un peu cumulatif. C'est-à-dire que là, on est sur 2030 en fait. Et 2030, c'était avec cette montée en charge de la réforme des retraites. Si on imagine qu'il y ait vraiment une suspension définitive, et pas juste un décalage de 2 ans, ça sera un des sujets de la présidentielle. On a un besoin de financement supplémentaire qui est de l'ordre de 6 à 7 milliards aussi, du manque à gagner juste sur la partie régime de retraite. Mais en plus, si vous rajoutez l'effet croissance potentielle, vous doublez un peu la mise. Donc vous êtes sur des montants... Combien, a priori, donc on ne sera plus à 6 milliards d'euros de déficit en 2030 pour le système des retraites. On sera à combien ? Là, justement, il faut refaire tourner tout ça. Oui, mais a priori... je dis, à l'horizon, mais c'est 2035. Il est en train de calculer. Quand il plisse un peu son œil, c'est qu'il est en train de calculer. Et on est à 6 et 7 milliards de besoins de financement supplémentaires si on suspend la réforme de la retraite, en fait. Mais juste sur la partie régime des retraites. Après, il y a un effet croissance potentielle qui joue sur les finances publiques globalement. Et donc, vous allez être potentiellement pas loin des 10. Dans ce cas-là. Cette révision... Mais ça, c'est en tenant compte des hypothèses macro qui avaient été prises à l'époque et des hypothèses de taux d'activité, enfin des hypothèses démographiques qu'on avait. Oui, sauf qu'on a une baisse de la natalité. Alors j'ai vu passer les chiffres. Ce qui était prévu, c'était 1,8 enfants par femme. À l'occurrence, on est à 1,56. Oui. Donc ça, mécaniquement, et expliquez-nous pourquoi c'est un impact négatif sur le... D'abord, le constat, c'est qu'effectivement, il y a un déclin démographique plus rapide que prévu. C'est pas ce qu'anticipaient les démographes, globalement. Oui, mais ça aura des effets dans 20 ans, c'est pas un effet dans 4 ans. Mais je rappelle, on était au début de la décennie 2010, l'indice de fécondité était supérieur à 2 en France. Aujourd'hui, on est à 1,56. C'est la première fois depuis 10 ans, ça fait la première fois depuis la guerre qu'on a plus de décès que de naissances sur le territoire français. On était à plus de 250 000 il y a encore 10 ans de sol naturel. Donc il y a quand même un déclin démographique qui n'est pas du tout à ignorer et qui est quand même assez important. Après, là où vous avez raison, c'est que sur les systèmes de retraite, la démographie ne joue pas immédiatement. En tout cas, pas la démographie qui nous intéresse. C'est-à-dire que ce qui va beaucoup jouer sur les projections à long terme, c'est effectivement le taux de natalité et de fécondité. Il y a aussi la question de la descendance finale, c'est un peu technique. Mais les enfants qui vont naître aujourd'hui ou demain vont être sur le marché du travail dans 20-25 ans. Oui, donc en quoi en fait, à court terme, ça jouera assez peu. Donc ça joue assez peu. Mais par contre, ça joue à partir de 2045. Après, vous avez d'autres éléments qui vont jouer sur le taux d'activité des femmes, un certain nombre de choses, des seniors et autres.
Mais sur sur la démographie, l'autre variable qui peut jouer plus à court terme, c'est le solde migratoire, en fait. Qui est largement positif. Alors, mais qui est dans les projections... Je ne parle pas de l'impact, hein. Je parle il faut parler de l'impact. Non, mais l'impact, il est intéressant, hein. Il faut justement le déterminer. Et c'est pas clair. Enfin, les chiffres sur le solde migratoire. Dans les anciennes projections, je crois qu'on était autour de 70 à 80 000 de solde migratoire positif par an. On est au-delà. Hein. Et là, on serait quasiment 100 000 de plus par an. Ça veut dire que ça modifie quand même... 100 000 de plus que les 70 000. Ah ouais, donc ça fait 100. On serait plutôt, sur les derniers... Quel impact ça a de manière apolitique? Et quels sont les justement, c'est quelle structure de cette immigration? Est-ce qu'elle rentre elle est plutôt... En général, elle est plutôt plus jeune. Donc à court terme, elle peut être plus favorable si effectivement ça vient renforcer la population active. Et donc ça vient compenser l'effet du vieillissement. En tout cas, sur les décennies à venir. Donc vous avez quelque chose qui est un peu paradoxal. Bon, il y a la question de l'immigration, mais de savoir quel type d'immigration il y a et quels effets sur le marché du travail. Et puis vous avez l'effet du vieillissement un peu plus structurel, du fait d'avoir moins de naissances, mais qui joue à plus long terme. Donc vous avez des variables qui vont jouer à court terme, plutôt l'immigration, et des variables à long terme qui jouent positivement. Qui peut jouer positivement. D'ailleurs, regardez, des pays, y compris l'Italie, qui n'a pas un programme d'accueil massif d'étrangers, propose d'avoir 400 000, justement, régularisations en Italie, avec effectivement une immigration ciblée, pour compenser les effets du vieillissement. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, vous avez une baisse des populations d'âge travaillé ou des populations actives qui vont poser problème. C'est-à-dire que la question sur le marché du travail sera plus tellement finalement de faire baisser le chômage, ce qui est encore notre cas chez nous. On a encore quand même une démographie assez positive, comme à 8%, on a quand même des jeunes qui sont assez nombreux, etc. Donc il y a la question quand même de l'insertion de ces jeunes. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, c'est comment vous trouvez de la main-d'œuvre. Et donc la question, c'est vrai que si vous faites plus d'enfants, dans des sociétés qui sont extrêmement vieillissantes, vous avez des chocs structurellement démographiques très importants et qui posent le problème du financement des modèles sociaux. Et là, on parle des retraites, mais il y a un sujet dont on parle peu et à mon avis qui est bien plus important en termes d'ampleur, c'est la question de la santé. Les besoins de financement de santé sont à mon avis structurellement bien plus importants que même ceux qu'on a sur les retraites, qui sont déjà assez importants. Mais sur la santé, on cumule plusieurs choses qui font que c'est un sujet qui est, à mon avis, un peu ignoré. Mais une vraie question de finances publiques. Mathieu, sur la question de la suspension de la réforme des retraites, on sait que c'est 2 milliards d'euros de coûts sur 2 ans. À horizon 2030, ça sera ça le gros décalage Alors si on reprend, oui, c'est ça. C'est-à-dire que... C'est compliqué pour le corps de faire des prévisions, c'est pas trop. Est-ce que vous dites qu'à partir de 2028, vous reprenez la trajectoire qui a été suspendue pendant 2 ans, avec une montée en charge qui devait s'arrêter, je ne sais plus, en 2035, bref. Est-ce que vous avez juste un décalage ou est-ce que c'est une suspension? Et ça change beaucoup de choses. Parce qu'en fait, on n'a pas la réponse on la présidentielle. Alors, pour le moment, c'est le vrai sujet, c'est ça. Parce qu'au fond, quand vous faites une suspension temporaire, le coût budgétaire, il est assez faible les premières années. On a dit 2 milliards. 2 milliards, mais parce que vous comparez à quelque chose qui monte en charge progressivement. Mais si vous comparez à 2035, c'est par rapport à une cible à 64 ans, pas du tout à 62,9. Et donc, forcément, le montant budgétaire va augmenter avec le temps. Et donc, la question du besoin de financement est quand même très dépendante de ça. Enfin, le résultat de tout ce qu'on vient de se dire, c'est que le trou, entre guillemets, dans le financement du système des retraites sera plus important que tous les chiffres qu'on a vus jusqu'à présent. A priori, sauf effectivement un peu miracle sur la croissance. Les systèmes de retraite sont dépendants structurellement de variables démographiques, ça c'est clair, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Mais il y a quand même aussi tout ce qui est autour du scénario de productivité. Et là, il y a des grosses interrogations sur la productivité. Et de retour en France, alors qu'elle avait disparu. Elle revient. Elle a pris un choc négatif pendant plusieurs années, ce qui a aussi expliqué... c'est le revers de la média et des fortes créations d'emplois qui a annoncé abaisser le niveau de productivité. On ne peut pas avoir des fortes créations d'emplois et avoir de la productivité. Il faut avoir beaucoup de croissance pour ça. Et là, on a eu une croissance très riche en emplois, mais pas très forte. Et là, on a une croissance qui résiste, mais qui détruit plutôt des emplois, mais ce qui est un peu l'effet symétrique de ce qu'on a connu avant, et qui est lié au fait que vous avez eu beaucoup de politiques publiques qui ont favorisé justement la création d'emplois, avec des aides importantes, l'apprentissage, etc. Très peu de faillites, et là, on est dans un schéma inverse, Donc, le scénario de productivité dans les modèles de financement des retraites est très important et, j'allais dire, le point d'interrogation est au moins aussi important que la démographie.
Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.